Euh, alors on dit, évidemment, on dit, bon, avec la crise, ben, c'est terrible, quel cynisme, on m'accuse, on dit, quel cynisme de dire que la crise c'est une bonne nouvelle, avec ces millions de chômeurs, de tous ces gens, le chômage est évidemment une souffrance terrible. Mais tout de même, je dis, bon, de toute façon, puisque si l'on prend au sérieux, effectivement, il faut prendre au sérieux le dilemme que énonce Woody Allen, si on est coincé entre la disparition et le désespoir, vaut mieux quand même choisir le désespoir. C'est-à-dire, vaut mieux souffrir que périr. Bon, mais peut-être il faut relativiser cette souffrance, en particulier, parce qu'on dit, c'est assez amusant de voir les princes qui nous gouvernent, hein, et les banquiers et les directeurs de firmes multinationales s'apitoyaient sur le sort des pauvres et du tiers-monde, parce que pendant les périodes de croissance, ils s'en foutaient pas mal des gens, des peuples du tiers-monde et des pauvres, etc. Et maintenant, on dit, c'est terrible, il faut relancer la croissance parce que les pauvres vont souffrir, ils vont être les premières victimes, et puis les peuples du Sud, etc. Les peuples du Sud, c'est intéressant. On a récemment été invité à la radio française Abdoulaye Wade, le président du Sénégal. Et on a demandé à Wade, comme c'était d'actualité, qu'est-ce qu'il pensait de la crise. Et Wade s'est mis à rire, à rigoler. Il a dit, mais nous, la crise, ça fait longtemps qu'on connaît. Alors, il dit, comme nous, les Africains, on a beaucoup de compassion pour les pauvres blancs, les pauvres banquiers blancs qui sont dans les difficultés, etc. Donc, on a de la compassion pour eux, mais on se sent pas vraiment concerné. On se sent pas vraiment concerné. Nous, ça fait longtemps qu'on est dans la merde. Alors un peu plus, un peu moins, ça change pas grand-chose. Et de plus, on n'a pas de problème pour soutenir nos banques, parce que des banques africaines, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas de banquiers africains. Donc ça, c'est pas un problème. Et effectivement, en octobre 2008, à Maputo, au Mozambique, il y avait le congrès mondial de Via Campesina, le grand syndicat de tous les paysans alternatifs. Bon. Et les délégués occidentaux étaient très surpris, les camarades des pays du Sud, sud-américains, africains, paysans, etc. La crise pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir revenir à une agriculture paysanne, on va moins subir la pression des firmes transnationales, moins subir la nécessité d'exporter, pouvoir produire, récupérer la souveraineté alimentaire, etc. Les délégués occidentaux étaient très, très surpris parce qu'on nous a fait tellement de propagande que la crise, c'était terrible. Oui, c'est terrible pour les banquiers, hein, et pour les firmes transnationales. C'est beaucoup moins terrible pour les gens du tiers-monde. Ça devrait l'être moins aussi, bien sûr, comme nous sommes toxicodépendants de la société de consommation. Quand on n'a plus la drogue, on souffre un peu, mais on souffre pour guérir. Bon. Alors, c'est un peu le cas. En tout cas, pour ce qui concerne les pays du Sud, cette réaction d'Abdoulaye Wade rejoint tout à fait les analyses des prophètes de la décroissance, déjà récents ou anciens. Un camarade, Hervé René Martin, écrivait très justement: que pourrait-il arriver de mieux aux habitants des pays pauvres que de voir leur PIB, produit intérieur brut, baisser? La hausse de leur PIB ne mesure rien d'autre que l'accroissement de l'hémorragie. Plus celle-ci augmente, plus la nature est détruite, les hommes aliénés, les systèmes de solidarité démantelés, les techniques simples mais efficaces et les savoir-faire ancestraux jetés aux oubliettes. Décroître pour les habitants des pays pauvres signifierait donc préserver leur patrimoine naturel, quitter les usines à sueur pour renouer avec l'agriculture vivrière, l'artisanat et le petit commerce, reprendre en main leur destinée commune. Et effectivement, ce que j'ai étudié dans mon livre « L'autre Afrique », les exclus, hein, qui vivent dans l'informel africain, dans la débrouille, ne vont pas s'en porter plus mal de la crise, et ça pourrait même constituer pour eux une opportunité pour se libérer des chaînes de la dépendance économique. C'était aussi le diagnostic de François Partant, un des prophètes de la décroissance, qui est mort il y a 30 ans. Que disparaissent, disait-il, du jour au lendemain tous les apports de la, entre guillemets, civilisation. Il en résultera une complète désorganisation d'une économie qui se sous-développe du fait même de son organisation actuelle,
ainsi qu'une désorganisation du pouvoir qui prospère sur le sous-développement. Mais il n'en résultera aucun effet fâcheux pour l'immense majorité de la population, au moins dans les pays où celle-ci est essentiellement composée de paysans et de chômeurs. Donc, la décroissance, bon, la souffrance engendrée par la crise est certaine, mais elle est sans doute à relativiser. Alors, ce qui nous amène à dire que c'est malgré tout une bonne nouvelle, c'est essentiellement parce que la crise peut constituer justement le choc nécessaire pour sortir de la schizophrénie dans laquelle se trouvent nos gouvernants, mais dans lesquels nous nous trouvons nous trouvons nous-mêmes, hein, c'est-à-dire cette toxicodépendance de la société de consommation. Parce que cette société de croissance n'est ni soutenable ni souhaitable. Nous sommes en train de vivre ce que les experts appellent la 6e extinction des espèces. La 5e, c'est celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, qui a vu disparaître les brontosaures, les dinosaures et autres grosses bêtes. Mais la 6e, celle que nous vivons, a 3 différences principales avec la précédente. Elle se déroule avec une vitesse effrayante, hein, proprement terrifiante. Les espèces disparaissent à la vitesse de 50 à 200 par jour. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, 1 ou 2 espèces disparaissent. Alors évidemment, ce ne sont pas des espèces aussi visibles que les brontosaures ou que les mammouths. Ce sont le plus souvent des bactéries dans le sous-sol de la forêt amazonienne, mais il arrive de temps en temps qu'une espèce plus importante, plus visible, disparaisse. Par exemple, en ce moment, il semble bien que les abeilles sont en train de disparaître. La moitié à peu près des ruchers ont disparu. En Italie, ça fait 23 milliards d'abeilles dans les derniers mois qui ont disparu. Et on rappelle toujours à ce propos cette phrase attribuée à Einstein, qu'on n'a jamais retrouvée dans ses œuvres, mais enfin on dit toujours que c'est Einstein qui a dit que quand les abeilles auront disparu, l'humanité n'aura plus que pour 4 ans à vivre. Bon, eh bien, donc, cette 6e extinction, c'est la première différence. Elle se déroule très, très vite. Donc, les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. La nature a une capacité de résilience extraordinaire, mais il faut quand même lui donner du temps. La deuxième différence, c'est que cette 6e extinction est engendrée par l'homme. Et la troisième, c'est que l'homme pourrait bien en être victime. Et il le sera probablement si nous ne changeons pas de système, si nous ne changeons pas de façon de vivre. Alors, que cette société ne puisse plus croître, hein, et ne doive plus croître, nous en avons maintenant un indice scientifique. Généralement, les économistes souvent utilisés, et on est tous plus ou moins tombés dans la trappe de ce que j'appelle le mythe de la tarte. Le mythe de la tarte, c'est l'idée que le produit intérieur brut qui mesure la richesse produite annuelle à se partager est comme un gâteau. Et donc, l'idée n'était pas fausse, d'ailleurs, que c'est plus facile de partager un gâteau qui grossit qu'un gâteau de dimension limitée, parce que ceux qui ont déjà une part assurée ne sont pas prêts à laisser à diminuer leur part pour en laisser plus aux autres. Donc plus la tarte grossit, plus c'est facile d'en donner une part suffisante à tout le monde. Chacun en a suffisamment. On est tellement tombé dedans que la gauche est tombée à pieds joints là-dedans. Elle a même oublié à ses origines que le problème n'était pas de faire grossir la tarte, mais de la diviser autrement. Et on a renoncé à se battre pour diviser de façon plus juste la tarte en disant, bon, si elle grossit, de toute façon, tout le monde en a plus. Donc, on a oublié qu'en même temps, plus elle grossissait, plus elle devenait empoisonnée. Et donc, cette tarte ne peut plus grossir et ne doit pas grossir. Alors, on en a maintenant une illustration assez scientifique, moins autant que peuvent l'être toutes les indices statistiques, qui est l'empreinte écologique. Alors, l'empreinte écologique,